Cette vidéo est sponsorisée par l'atelier de technique de mémorisation ATM de Dr Asus, la première formation en technique de mémorisation au monde créée spécifiquement pour la médecine. J'en parle à la fin de la vidéo. En dessinant un schéma du cerveau, je me suis rendu compte d'un truc très intéressant. Si on rajoute un nez, des yeux et une tête, ça devient Homer. Le fait qu'il ait un cerveau dans la bouche au lieu du crâne expliquerait pourquoi il aime manger autant. Ce sourire cache lui aussi des informations, car ça indique que le cerveau est creusé par des sillons profonds qui délimitent des lobes. Ce sourire est en réalité le sillon latéral qui sépare le lobe temporal du lobe frontal. Le sillon central est nommé ainsi car il se trouve au centre des faces latérales des hémisphères et sépare le lobe frontal du lobe pariétal. Et puis il y a le sillon pariéto-occipital qui est sur la face interne et donc on va le représenter en pointillé. Sur une vue de la face médiale, on peut clairement voir qu'il sépare le lobe occipital du lobe pariétal. Pour se rappeler des lobes, c'est très simple. Derrière le front, il y a le lobe frontal. Juste au-dessus du tympan de l'oreille, il y a le lobe temporal, tympan, temporal. À l'extrémité postérieure, il y a l'occiput, extrémité occiput. Et derrière l'occiput, il y a le lobe occipital. Et puis il manque une paroi pour compléter le tout, donc paroi, lobe pariétal. Ça, ce sont les lobes externes, mais il y a aussi deux lobes internes, le lobe de l'insula et le lobe limbique. Pour voir le lobe de l'insula, il faut écarter le sillon latéral. Ce lobe de l'insula se trouve donc derrière le lobe temporal et frontal. Et le lobe limbique, il se trouve carrément sur la face interne des hémisphères cérébraux. L'astuce, c'est qu'il faut écarter le sillon latéral pour voir le cinquième lobe, car il se trouve à l'intérieur, donc lobe de l'insula. Et le sixième lobe contient entre autres le cortex singulaire, qui ressemble à un membre. Membre, c'est limbe en anglais, donc lobe limbique. Par conséquent, on a 4 lobes externes, un lobe en écartant le sillon latéral et un autre lobe sur la face interne, soit 6 lobes au total. Ça, c'était les sillons profonds qui délimitent les lobes, mais il y a aussi des sillons superficiels qui délimitent les circonvolutions ou bien gyrus, qui sont en fait des replis du cortex cérébral. Sans ces sillons et ces replis, le cortex et donc le cerveau seraient bien plus grands, et le front aussi serait gigantesque, 3 fois plus grand. Mais fort heureusement, nous avons ces circonvolutions et nos têtes sont donc beaucoup plus esthétiques. Le sillon central sépare la circonvolution frontale ascendante en avant, qui fait partie du lobe frontal, de la circonvolution pariétale ascendante, qui fait partie du lobe pariétal, et cela sur les deux hémisphères cérébraux. La frontale ascendante, c'est le cortex moteur, donc si tu veux contracter un muscle, tu utiliseras cette frontale ascendante, et la pariétale ascendante, c'est le cortex sensitif. Donc, quand quelqu'un te touche, tu ressentiras le toucher grâce à cette pariétale ascendante. L'astuce ici, c'est que le lobe frontal est à l'avant. Or, si on est à l'avant, il faut être prêt pour l'action. La frontale ascendante est donc le cortex moteur. En revanche, le lobe pariétal est à l'arrière, car il ne veut pas d'action, il est là juste pour la sensibilité. Donc, la pariétale ascendante, c'est le cortex sensitif. Ce cortex moteur et ce cortex sensitif ont besoin d'une vascularisation artérielle pour fonctionner. Ceci dit, le cerveau est l'un des organes les plus importants du corps, et donc s'il était vascularisé par une seule artère pour chaque hémisphère, et que cette artère se bouche, alors c'est cuit. C'est la moitié du cerveau qui est partie en fumée. Il y a donc 2 artères principales qui vascularisent chaque hémisphère, l'artère carotide interne et l'artère vertébrale. En antérieur, on a la trachée qui ressemble à une carotte dans sa forme et sa taille. C'est donc là que se trouve la carotide interne. Carotte, carotide. En antérieur. C'est la carotide interne et pas l'externe, car la carotide externe, comme son nom l'indique, c'est pour l'extérieur de la tête, à savoir le visage et le cou. Par contre, pour le cerveau qui est très interne, il faut la carotide interne. Et en postérieur, on a les vertèbres qui présentent des foramen, et c'est par là que passe l'artère vertébrale. Donc son nom est bien justifié. Puisque les vertèbres sont postérieures, alors l'artère vertébrale est postérieure. L'artère vertébrale vascularise ainsi tout ce qui est postérieur, à savoir la partie postérieure du cerveau via l'artère cérébrale postérieure, mais aussi le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière via des artères qu'on verra plus tard. La carotide interne, quant à elle, est certes antérieure au niveau du cou, mais le cou est relativement au centre du cerveau,
Donc la carotide interne est au milieu du cerveau et vascularise cette partie moyenne du cerveau via l'artère cérébrale moyenne. Il reste la partie antérieure du cerveau. L'artère vertébrale ne fait que ce qui est postérieur, donc là aussi, c'est la carotide interne qui donne l'artère cérébrale antérieure. Ainsi, l'artère vertébrale est postérieure, elle gère tout ce qui est postérieur et donne l'artère cérébrale postérieure. Et l'artère carotide interne est moyenne et donne l'artère cérébrale moyenne ainsi que l'artère cérébrale antérieure. À présent, on passe au sérieux. On commence par l'artère vertébrale. On pourrait comparer le crâne à une vertèbre gigantesque, comme si c'est le résultat de fusion de plusieurs vertèbres. L'artère vertébrale prend cette fusion très au sérieux et fusionne avec l'artère vertébrale contralatérale, donnant ainsi le tronc basilaire. L'astuce, c'est que ce tronc se trouve à la base du crâne, donc basilaire. Et ce tronc basilaire est généreux puisqu'il ne donne pas une, mais deux artères de chaque côté à sa fin. L'artère cérébrale postérieure, comme mentionné avant, mais aussi l'artère cérébelleuse supérieure. Et s'il y a une artère cérébelleuse supérieure, il doit aussi y en avoir une inférieure, même qu'il y en a deux. L'artère cérébelleuse inféro-antérieure, qui prend naissance au niveau du tronc basilaire, et l'artère cérébelleuse inféro-postérieure, qui prend naissance au niveau de l'artère vertébrale. Donc les artères cérébelleuses prennent naissance avant la fusion, durant la fusion et après la fusion des artères vertébrales. Il y a le pont du tronc cérébral, donc pourquoi pas lui donner des branches lui aussi, ce sont les artères du pont. Et puis les artères vertébrales ressemblent à des jambes, donc autant mettre un appareil génital masculin entre les deux. C'est l'artère spinale antérieure qui vascularise la moelle épinière, d'où son nom, spinale antérieure. Donc l'artère vertébrale fusionne avec sa copine pour donner le tronc basilaire. Il y a besoin de vasculariser le cerveau postérieur, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle. Pour le cerveau, c'est l'artère cérébrale postérieure. Pour le cervelet, c'est l'artère cérébelleuse supérieure, inféro-antérieure et inféro-postérieure. Pour le tronc, c'est les artères du pont. Et pour la moelle, c'est l'artère génitale, l'artère spinale antérieure. Pour la carotide interne, c'est beaucoup plus simple. Elle se termine au milieu du cerveau et donne l'artère cérébrale moyenne des deux côtés. Mais elle donne aussi l'artère cérébrale antérieure, car ce serait pas pratique que l'artère vertébrale, qui est super postérieure, aille jusqu'en antérieur pour la donner. Et là, c'est déjà merveilleux que Dieu nous ait donné deux artères principales pour chaque hémisphère, limitant ainsi les dégâts qui peuvent résulter si une des artères est obstruée. Mais ça ne s'arrête pas ici. Il a aussi fait en sorte que si l'une de ses artères principales est bloquée, l'autre pourra la sauver, réduisant encore plus le risque pour le cerveau. C'est ainsi que l'artère cérébrale postérieure, ACP, communique avec la carotide interne via l'artère communicante postérieure, ACP. Et l'artère cérébrale antérieure, ACA, droite, communique avec l'ACA gauche, via l'artère communicante antérieure, ACA. L'astuce ici, c'est que l'une des ACA peut sauver l'autre ACA via l'ACA, et que la carotide interne peut sauver l'ACP via l'ACP. Et vice-versa, l'ACP peut sauver la carotide interne via l'ACP encore une fois. On obtient ainsi un polygone qui a plusieurs sommets, et ça a été découvert par Dr Thomas Willis, d'où le nom de polygone de Willis. Un petit résumé. Les deux artères vertébrales fusionnent en un tronc basilaire qui donne les artères cérébrales postérieures et les artères cérébelleuses supérieures. Les artères cérébelleuses inféro-antérieures naissent du tronc basilaire comme les artères du pont. Et les artères cérébelleuses inféro-postérieures naissent des artères vertébrales comme l'artère spinale antérieure. Donc deux artères après la fusion des artères vertébrales, deux artères pendant la fusion et deux artères avant la fusion. La carotide interne donne l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale antérieure. Les deux artères cérébrales antérieures communiquent via l'artère communicante antérieure et la carotide interne communique avec l'artère cérébrale postérieure via l'artère communicante postérieure. Et ainsi, on a obtenu notre polygone de Willis. Pour connaître les rapports de ces artères, c'est très simple. On a déjà le contour du visage, qui est le polygone de Willis, et on a les yeux, qui sont les artères carotidiennes, donc on rajoute les sourcils, qui représentent le chiasma optique, la bouche et la langue pour l'antéhypophyse et la posthypophyse,
une moustache asiatique sur les côtés pour le troisième nerf crânien des deux côtés, et un menton qui représente les deux corps mammillaires. Donc Willis est en colère et c'est tant mieux car grâce à lui on peut mémoriser les rapports très facilement. Quel est l'intérêt de savoir tout ça? Afin de pouvoir connaître l'intérêt clinique de ces informations, il faut qu'on connaisse certaines notions supplémentaires. Il y a, comme on a vu, un cortex moteur droit et un cortex moteur gauche, et il y a un cortex sensitif droit et un autre gauche. Les notions qu'on va voir, à savoir la décussation et l'homonculus, sont communes au cortex moteur et sensitif. Donc on va les voir pour le cortex moteur, mais c'est pareil pour le cortex sensitif. On commence par la décussation. Les axones qui partent du cortex moteur et qui vont vers les différents muscles du corps subissent une décussation, c'est-à-dire que celle à droite croise vers la gauche et celle à gauche croise à droite, formant ainsi un X. On parle donc de décussation. L'astuce, c'est que cus de décussation se prononce comme X, cus X. Ainsi, le cortex moteur droit contrôle les muscles à gauche et le cortex moteur gauche contrôle les muscles à droite. Et par conséquent, si on a une paralysie à gauche, on saura que c'est le cortex moteur droit qui est atteint. Et vice-versa, s'il y a une paralysie à droite, c'est le cortex moteur gauche qui est atteint. C'est pareil pour le cortex sensitif. S'il y a une perte de sensibilité à gauche, alors le cortex sensitif droit est atteint et vice-versa. Maintenant pour l'homonculus ou homoncule. En plus de savoir si la lésion concerne le cortex droit ou le cortex gauche, on peut même connaître le lieu de la lésion de façon plus précise, car chaque partie du cortex moteur contrôle une certaine partie du corps. Cette zone du cortex contrôle les lèvres, celle-ci contrôle la main, et ainsi de suite. Cette correspondance entre le cortex et le corps s'appelle l'homonculus. L'astuce, c'est que cet homme qu'on a représenté sur le cortex est ridicule, puisqu'il est déformé. Donc homme ridicule, et si on enlève ridi, ça donne homoncule. Donc cette correspondance entre corps et cortex s'appelle l'homoncule. En pratique, il n'y a pas besoin de connaître l'homoncule de façon exacte. Et on peut le simplifier en dessinant un bonhomme qui a le pied dans la scissure interhémisphérique qui sépare les deux hémisphères cérébraux et qui a la tête qui pend vers le bas. Ainsi, on saura que cette zone du cortex est liée au membre inférieur, celle-là au membre supérieur et celle-ci à la tête. Et en pratique, c'est ce qui compte. J'ai fait exprès de mettre une demi-tête, un seul membre supérieur et un seul membre inférieur, car chaque hémisphère cérébral contrôle la moitié du corps seulement. Et l'homonculus sensitif est très similaire à l'homonculus moteur, donc on peut le représenter de la même façon. Un bonhomme avec le pied dans la scissure interhémisphérique et la tête qui pend vers le bas. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a une décussation, on peut savoir si c'est le côté droit ou gauche qui est atteint. Et avec l'homonculus, on peut aussi savoir approximativement quelle zone du cortex est atteinte. Par exemple, si le membre supérieur gauche est atteint, on saura que c'est cette partie du cortex droit qui est atteinte. Pas mal, non? Mais du coup, quel est le lien de cet homonculus et de cette décussation avec les artères qu'on a vues, avec le polygone de Willis? Pour ça, il faut aussi qu'on connaisse la correspondance entre l'homonculus et les territoires artériels du cerveau. Et comme on connaît déjà le schéma artériel, on peut facilement déduire les territoires. Je sais qu'on a vu le schéma artériel sur une vue plus ou moins inférieure du cerveau, et que là c'est une coupe frontale du cerveau, mais ça n'empêche que ça reste plus ou moins valide. L'artère cérébrale antérieure se trouve dans cette zone interne, donc c'est là son territoire, et par conséquent elle vascularise le cortex associé aux membres inférieurs. L'artère cérébrale moyenne est, comme son nom l'implique, moyenne. Elle prend donc cette partie moyenne du cortex qui est associée aux membres supérieurs et au visage. Et l'artère cérébrale postérieure prend cette partie inférieure du cortex qui n'est ni motrice ni sensitive. Il s'agit du lobe temporal. Or le cortex moteur est dans le lobe frontal et le cortex sensitif est dans le lobe pariétal. Donc le lobe temporal n'inclut ni le cortex moteur ni le cortex sensitif. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'homonculus à ce niveau et c'est pour ça que l'artère cérébrale postérieure n'affecte ni le cortex moteur ni le cortex sensitif.
Pour simplifier, on va dire que ce cortex vascularisé par l'artère cérébrale antérieure est le cortex supérieur, vu qu'il inclut la partie la plus supérieure du cerveau. Et par contraste, le cortex vascularisé par l'artère cérébrale moyenne est le cortex inférieur. Par conséquent, s'il y a une paralysie prédominante dans le visage droit et le membre supérieur droit, on saura que c'est le cortex inférieur gauche qui est atteint. Et donc, c'est l'artère cérébrale moyenne gauche qui est problématique. S'il y a une paralysie du membre inférieur gauche, alors c'est ce cortex supérieur qui est pathologique. Et donc, c'est l'artère cérébrale antérieure droite qui est atteinte. Donc maintenant, selon les signes du patient, non seulement on peut savoir si c'est le cortex droit ou gauche qui est atteint, mais on peut aussi savoir quelle est la partie atteinte du cortex. Et à partir de là, on peut déduire quelle est l'artère qui pose problème. Et c'est justement ce qu'on fait lorsqu'un patient présente un AVC, soit un accident vasculaire cérébral. Il faut donc être capable de faire ces déductions. D'où l'intérêt de faire cette vidéo sur le polygone de Willis, même si ma voix est complètement cassée. Mon astuce, c'est que pour connaître quelle zone du cortex et donc quelle artère est atteinte, il faut tout inverser. La droite devient gauche et le haut devient le bas, et vice-versa. Par exemple, si la paralysie touche le membre inférieur droit, alors c'est le cortex supérieur gauche qui est atteint, et donc c'est l'artère cérébrale antérieure gauche. Si la paralysie est dans la moitié gauche du visage et dans le membre supérieur gauche, donc en haut à gauche, alors c'est le cortex inférieur droit qui est atteint, et donc il s'agit de l'artère cérébrale moyenne droite. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'intérêt clinique de connaître la correspondance entre l'homoncule et les territoires artériels du cerveau, mais il y a de nombreux autres intérêts cliniques qu'on gagne grâce à ces informations. Un membre inférieur paralysé, c'est l'artère cérébrale antérieure. La moitié du visage et un membre supérieur paralysé, c'est l'artère cérébrale moyenne. Par contre, si c'est tout un hémicorps qui est paralysé et qui a perdu la sensibilité, alors l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne sont toutes les deux atteintes. Et comme c'est improbable qu'il y ait deux accidents vasculaires cérébraux en même temps, ça veut dire que le problème artériel touche probablement la carotide interne qui est à l'origine de ces deux artères. L'artère cérébrale postérieure vascularise le lobe occipital qui est responsable de la vision. Donc si cette artère est touchée, le patient peut présenter des troubles visuels. Ceci dit, ces troubles sont généralement modérés car comme on a vu, il y a l'artère communicante postérieure qui compense l'ischémie. Donc devant des troubles visuels modérés, il faut penser à une artère cérébrale postérieure obstruée. En revanche, si les deux artères cérébrales postérieures sont atteintes, notamment si le blocage a lieu au niveau de la jonction des deux ACP, alors là, le patient peut avoir une cécité totale. Ainsi, en cas de cécité totale, il faut penser à une obstruction à la jonction des deux ACP. Ça, c'est dans le cas où l'ACP est obstruée, mais elle peut aussi subir un anévrisme, soit une dilatation de la paroi artérielle. Et que la moustache, soit le troisième nerf crânien, passe à côté, alors celui-ci peut être comprimé par cet anévrisme. Le troisième nerf est le nerf moteur oculaire commun, donc les mouvements oculaires d'un œil sont anormaux. L'œil atteint sera dirigé en dehors et en bas. Donc en cas de mouvements oculaires anormaux d'un œil, il faut penser à l'anévrisme de l'artère cérébrale postérieure. Pour l'artère vertébrale vascularise à la fois le lobe occipital qui sert à la vision et le cervelet qui gère l'équilibre. Donc l'association entre trouble de vision et vertige, ça fait penser à l'obstruction de l'artère vertébrale. Mais comment est-ce qu'on peut savoir si les signes neurologiques sont liés à un problème artériel et non pas à quelque chose d'autre? Et cette distinction, ça se fait via la clinique. À noter que généralement le mécanisme qui bloque ces artères, c'est un thrombus, un caillot sanguin qui bloque l'artère, donc il y a ischémie du cortex cérébral, et donc les signes apparaissent de façon brutale juste après. Par conséquent, ce qui nous fait penser à une origine artérielle, c'est la brutalité de ces signes neurologiques. Si c'était une tumeur cérébrale par exemple, la tumeur grandit généralement de façon qui est progressive, et ainsi les signes seraient bien plus progressifs eux aussi. Si tu as trouvé cette vidéo très facile à mémoriser, j'ai une excellente nouvelle pour toi.
Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé des techniques de mémorisation que j'ai développées moi-même au fil des ans, et dans quelques jours, il y aura un atelier de techniques de mémorisation, ATM, durant lequel je vais enseigner ces mêmes techniques aux étudiants afin qu'ils apprennent eux-mêmes à créer des astuces inoubliables et à mémoriser leurs cours efficacement et pour le long terme. Le prix de la formation est abordable et il y a même une aide financière disponible si tu en as besoin. Pour plus d'infos et pour réserver, rendez-vous sur drastius.com/réserver. Lien sur le premier commentaire.